Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Alors pour tous ceux qui se posent la question, oui c'est la vidéo news. Pour tous les autres qui se posent la question, est-ce qu'il y aura Kerr? Eh bien cette semaine il y aura son cousin Jean Valjean, que vous pouvez appeler Jean Va. Oui, Kerr est en train de se retaper. Moi j'ai jamais vu Kerr avec une mine aussi peu blanche. On voit même sur les côtés qu'il y a l'air d'avoir de la couleur. Donc j'en ai supposé que c'était quelqu'un de sa famille, un jumeau démoniaque qu'il appelait Jean Valjean à ses heures. Mon cher Jean Va, est-ce que tu es comme Kerr, tu as envie de nous parler d'un bon petit point pognon? Eh ben, Jean-Val vous salue les amis et merci à tous d'avoir envoyé autant de messages de soutien dans la précédente vidéo news, ça m'a fait chaud au cœur. D'ailleurs, si vous voulez retrouver plein de news et plein d'autres vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche vers le haut pour avoir les notifs. C'est super important. Il en va de la survie de l'humanité. Voilà, je pense que j'ai pas exagéré. Et on va passer maintenant au point pognon. Et il y avait une grosse sortie américaine ce week-end. Et c'était une sorte de fête. Les cinéphiles du monde entier et surtout américains se sont regroupés et ont foncé dans les salles pour dire adieu au dernier film donc du DCU. Les aventures de DC telles qu'on l'a connu avec Man of Steel, Wonder Woman, Justice League, etc. s'arrêtent pour laisser la place au nouveau chapitre écrit par James Gunn et Safran. Et donc là, on avait le dernier film, Aquaman and the Lost Kingdom, donc Aquaman 2, qui sortait en salle. Gros événement dès que, à n'en plus finir pendant 48 heures. 67 millions de dollars pour le premier film qui avait été une grosse surprise. 67 millions de dollars pour son premier week-end. 1,1 milliard au total. Donc là, forcément, du côté de DC, on se disait que peut-être ça allait passer. Et en fait, ça n'est pas passé du tout. C'est le mur, c'est le ravin. Aquaman and the Lost Kingdom a engrangé 27 millions de dollars pour son premier week-end. C'est un gros bid. Et par contre, on peut noter que le film avec Jason Momoa, son dernier film en tant qu'Aquaman, a été solidaire des précédents films d'ici, Blue Beetle, Shazam 2, The Flash bien évidemment, qui s'étaient également vautrés pour leur premier week-end. Donc voilà, Aquaman and the Lost Kingdom sortira par la petite porte, fin du DCU comme cela. Il a 120 millions je crois au niveau mondial pour son premier week-end, c'est vraiment très très loin de ce qu'avait fait le premier. En deuxième place, on a Wonka qui perd la première place, mais qui continue de performer. Le film avec Timothée Chalamet, qui est une bonne surprise pour les critiques et pour le public, a déjà engrangé 75 millions de dollars donc aux US, 250 millions de dollars à travers le monde. On avait dit et qu'on trouvait étonnant que la Warner balance deux potentiels gros films quasiment simultanés, puisqu'il n'y a qu'une semaine d'écart entre Wonka et Aquaman. En tout cas, la Warner peut se satisfaire d'avoir les deux premières places, même si c'est pas folichon en termes de recettes. La troisième place, c'est une surprise. C'est Migration, le nouveau film d'Illumination, qui avait fait Super Mario Bros. Notamment, et puis bien évidemment Moi Moche et Méchant. Et le film qui est réalisé d'ailleurs par un Français, celui qui a fait Illumination. J'ai oublié son nom, mais il ne m'en vaudra pas. Avec les petits canards, des bonnes critiques et un démarrage catastrophique, 12 millions de dollars seulement pour son premier week-end. On notera également la 6e place de The Iron Claw. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que la critique est très bonne et que Zac Efron, qui joue dedans avec notamment Jeremy Allen White de The Bear et de Shameless, est un film qui va être nommé dans plein de cérémonies, et notamment Zac Efron, c'est sur une famille de catcheurs. C'est 4 millions, donc c'est tout petit, mais c'est pas non plus ridicule. Le garçon et le héron, le Miyazaki, marche bien aux États-Unis, 30 millions, et il est à 121 millions de dollars à travers le monde. Joli succès. On pourra quand même saluer la 8e place, toujours de Hunger Games, qui tient la baraque, 150 millions de dollars aux US. Autant vous dire tout de suite qu'Aquaman ne les fera jamais. Aquaman 2, et un peu plus de 300 millions à travers le monde. Je voulais signaler quand même la 9e place de Godzilla Minus One, qui est encore diffusée aux États-Unis dans 1965 salles. C'est 1965 salles de plus qu'en France. Et ça, j'en parlerai dans le point pigeon. Juste après, on a aussi Poor Things qui est là et qui récolte très peu. Poor Things, c'est un film qui fait beaucoup parler avec Willem Dafoe.
et surtout Emma Stone. Voilà pour le point box-office aux US. Et puis à travers le monde, j'ai envie de dire Barbie. Elle est numéro 1 mondial. C'est sûr, maintenant que tous les gros films de 2023 sont sortis et que Aquaman 2 va bider, et ben Barbie, plus gros succès de l'année avec 1,441 milliard avant ressorti. D'ailleurs, petite information, Oppenheimer, qui est troisième avec 952 millions de dollars engrangés dans le monde, ressort en IMAX aux États-Unis en janvier. Donc, alors il va galérer de ouf pour aller chercher les 50 millions qui lui manquent pour être milliardaire, mais il va s'en approcher. Donc si Zack Snyder a envie de faire une Snyder Cut d'Oppenheimer, il deal avec Nolan, peut-être qu'ils vont réussir à faire le milliard, mais on reparlera de ça plus tard. Voilà pour le point pognon, mon cher Greg, à toi. Moi, je veux juste réagir, pendant que je ne suis plus centré, je voulais juste réagir au film dont tu as parlé de Zac Efron. Donc tu as dit qu'il avait fait, si je ne me trompe pas, tout de suite maintenant, il est annoncé pour avoir fait à peu près 6,98, donc 7 millions de dollars de box-office. 5 millions. Mondial. Mais c'est un tout petit film. Hein. Mondial. C'est un tout petit film indé. Alors est-ce qu'il est sorti ailleurs? Je vérifie. Et du coup, le truc, c'est que il est annoncé comme étant un film à 15 millions de budget. Et donc, on avait fait une vidéo qui s'appelait La mort du cinéma, où on reprenait un petit peu des raisons. Un film comme le film de Aaron Claw est un film qui est vraiment un film plutôt dans une logique film un peu indépendant. On prend quelques acteurs pour pouvoir faire l'affiche, mais on veut raconter une histoire. Le film, donc son budget serait de 15-16 millions, on va faire des chiffres ronds à 15. Ça veut dire qu'avec la promo, il faudrait 30. Ça veut dire qu'en salle, il faudrait qu'il touche pas autant, 60. Et du coup, 60 millions divisé par 2. Enfin, pourquoi 60 millions? La promo de Iron Claw, elle va être ridicule. Ça, c'est un film qui va marcher au bouche à oreille. Et c'est un film surtout qui va profiter des Golden Globes et des Oscars. Admettons que la règle, il n'ait pas fait la règle habituelle de on multiplie par 2 le budget. Admettons que ce soit 5 millions au lieu des 15 attendus. Donc, ça ferait 20 millions. Donc, ça veut dire qu'en fait, en salle, il faudrait qu'il termine sa carrière en salle à 40 millions. Il peut, là, il vient tout juste de sortir. Bien sûr. Et il n'y a pas de marché mondial pour l'instant. Point, Kerr, c'est de dire que, en fait, ce film, il a un poids sur les épaules. Il démarre, il doit faire 40 millions en salle. Sinon, il n'est pas juste. Il ne sait pas qu'il est rentable, c'est qu'il n'aurait pas perdu d'argent. Et ça remet en perspective, en fait, le débat pour dire qu'il est de plus en plus dur pour les films d'être rentables. Alors certes, sur sa vie, s'il est à 38 millions ou 32 millions à la sortie des salles, ils vont vendre le fait que le film va être diffusé sur Netflix ou n'importe quelle autre plateforme pendant un certain temps, qui lui permettra en fait de récupérer un peu de brousouf. Mais ça met en lumière ce que disait Matt Damon. Les petits films ont un poids financier qui est trop important dans l'économie actuelle, et c'est pour ça que des films comme ça, soit c'est des films qui marchent, soit c'est des films qui ne peuvent plus, enfin le producteur ne pourra plus financer les films suivants. Je rajoute juste, et en reprenant sur l'excellente étude d'un journaliste dont j'ai oublié le nom sur Harry Potter et l'Ordre du Phénix, que j'évoque souvent en vidéo, où il expliquait que Harry Potter et l'Ordre du Phénix n'était pas rentable en salle alors qu'il avait approché le milliard de dollars de recettes. Il avait expliqué que à cette époque, déjà, l'immense majorité des films américains, et même, américains, en l'occurrence, c'était la cible de l'étude, n'étaient pas rentables en salle et qu'ils le devenaient avec l'exploitation physique et la vente aux chaînes de télé. Or, comme l'a expliqué Greg notamment dans la vidéo sur la mort du cinéma, ça n'est aujourd'hui plus le cas. Et donc, on est vraiment dans un contexte où le financement de l'industrie cinématographique est en péril parce que justement défaut de vente de produits physiques, DVD, Blu-ray et compagnie, et rentabilité des plateformes. Donc c'est très intéressant cette évolution qui malheureusement n'est pas très positive. À toi, mon cher Greg. Et du coup, pour enchaîner avec une évolution, la news majeure de la semaine, même si c'est pas une news qui... Enfin, vous allez comprendre. La news majeure de la semaine, c'est que Warner Bros. Discovery
Donc ceux qui possèdent les films Harry Potter, la plateforme HBO Max, enfin Max maintenant et donc tout le contenu HBO, eh bien cette grosse boîte eh bien, est entrée en discussion avec Paramount Global, donc Paramount, pour eh bien, voir s'il était intéressant pour les deux structures de fusionner. Alors ça peut paraître incroyable parce que c'est deux mastodontes de ouf. Et en fait, visiblement, ça a beaucoup plus de sens pour les analystes qu'on ne peut imaginer. Alors, ça ne veut pas dire que c'est signé, ça veut dire qu'entre eux, ils se sont dit c'est intéressant, regardons à quel point. Sachant que Warner Bros. Vient juste de fusionner avec Discovery pour devenir Warner Bros. Discovery. Et du coup, en fait, ça fait sens. Et surtout, la question que se posent beaucoup les entités américaines, c'est est-ce que oui ou non, avec les lois sur le monopole, est-ce qu'il y aurait un monopole sur un des secteurs d'activité? Par exemple, quand Disney avait acheté la Fox, ils avaient dû lâcher des chaînes câblées parce qu'il y aurait des États où ils représentaient trop de pourcentage du marché. Et donc en fait le truc c'est que donc là, d'après les analystes, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, il n'y a pas de problème en tout cas. Et du coup, en gros, ce qui se passerait, c'est que les chaînes, en fait, sont totalement complémentaires. C'est-à-dire que là où l'un n'est pas, l'autre est. Et donc, sur tout ce qui est les chaînes, donc ce qui aurait pu bloquer le rachat de la Fox, au contraire, il y a une vraie grosse synergie sur les différentes chaînes que l'un et l'autre proposent. Ça, je parle des chaînes à l'ancienne, l'équivalent TNT en France. Ensuite, sur les plateformes, eh ben, en fait, leur discours, il est simple. Max Discovery Plus, c'est 95 millions d'abonnés. Paramount, c'est 63. On fait 1 plus 1, c'est égal à 158 millions d'abonnés. Et ça les mettrait deuxième plateforme. Alors, attention, j'ai envie de dire, le calcul, il est simple. Enfin, il est pas aussi simple parce que quelqu'un peut être abonné et à Paramount et à Max. Donc, du coup, ils fusionnent. C'est peut-être un client qui va payer un peu plus cher, si c'est un abonnement un peu plus cher, mais globalement, ça ne veut pas dire que forcément, ils vont doubler tout. Pour petit rappel, Netflix est la première plateforme avec 247 millions d'abonnés au monde, payant évidemment. Et on a Disney qui a 105 millions. Et juste derrière, en striker, il y a Max avec ses 95 millions, puis Paramount avec ses 63. J'ai pas les chiffres de Prime à jour, donc je ne l'inclus pas dans mon petit calcul. Et puis surtout, Prime, c'est plus compliqué à l'intégrer aussi cash. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont Prime que pour les livraisons ou pour d'autres raisons aux États-Unis. Du coup, on en vient où ? On en vient que non seulement ce serait un titanesque juggernaut qui serait de la taille de Disney, donc là c'est la bataille des kaiju, donc là on a vraiment c'est Jolly Danger, je ne sais plus comment ça s'appelait le... Gypsy Danger. Et qui serait en train de mettre des coups de poing comme ça énormes au ralenti à un kaiju, donc on serait vraiment sur le kaiju c'est Disney. Et le kaiju c'est Disney, tu vois la petite sirène elle ferait et vraiment faut imaginer que ce serait de cette taille là. Ils ont Transformers, l'autre il a Harry Potter, enfin bref ce serait un peu n'importe quoi. Et alors le truc qui intéresse et fait le plus peur aux États-Unis, c'est qu'en fait ça voudrait dire que CNN et CBC News seraient fusionnés, ce qui sont donc dans les plus gros organes de presse américains. Encore une fois, pas de monopole puisque Fox News et de l'autre côté. Et du coup, donc, ça permet qu'il n'y aurait pas de monopole. Mais évidemment, ce serait un chamboulement du marché incroyable. Après, j'ai envie de dire, on a déjà vu Discovery et Warner fusionner, personne n'y croyait. Alors par contre, Warner et Discovery, quand ça a fusionné, entre le moment où ils en ont parlé et le moment où ça a vraiment eu lieu, il s'est bien passé 3 ans. Donc, ça va pas arriver tout de suite. Par contre, ça a donné lieu à des chamboulements de ouf. C'est-à-dire que après la fusion, il a fallu que Warner cut énormément de coûts. Ils ont sucré des films. Enfin bref, vous vous souvenez des news qu'on avait fait sur le sujet. Donc, en fait, ce côté... Mais alors, du coup, la question, c'est jusqu'où en fait, ce blob va manger les autres blobs qui va manger les autres blobs. Est-ce que du coup, on va arriver à un truc où il va y avoir Disney Mégalopole qui possédera tout le monde, ou est-ce que il y aura Apple qui possédera tout ? Eh bien, c'est une question qu'on peut se poser. Et alors, est-ce que tu me permets, je me suis intéressé
à une question. Enfin, il y a une question qui m'intéressait. Je me permets de faire une autre news dans une news. Et en fait, je suis allé voir. C'est très méta tout ça. Pardon ? J'ai dit c'est très méta tout ça. Ouais, on est pas loin. Et donc en fait, le truc c'est que je suis allé voir, mais qui sont les actionnaires de ce qu'on dit, les actionnaires de Netflix, etc. Et je me suis dit, mais qui sont les actionnaires de Netflix ? Alors vous allez me dire, c'est sur la bourse, il y a plein de gens. Vous avez entièrement raison. Mais il y a des entités qui possèdent un peu plus de pourcentage que un Kidam, vous, moi, j'en sais rien. Quelqu'un qui aurait envie d'acheter des actions en bourse. On représente tous des petits millièmes, de millièmes, et puis ça fait beaucoup. Mais non, il y a des boîtes qui possèdent des plus gros pourcentages et qui, du coup, peuvent aller taper sur la tête des patrons de Netflix, de Disney, etc. Et alors là, il y a un truc qui est assez marrant. Les proprios de Netflix, il y a 8,28%, c'est le groupe Vanguard, et 6,85%, c'est le groupe BlackRock. Si on regarde les actionnaires principaux de Disney, à 8,19%, c'est le groupe Vanguard, et à 6,48%, c'est le groupe BlackRock. Et quand on avance, etc., alors on peut se poser des questions sur certains autres groupes qui sont possédés par exemple par des GAFAM. Donc par exemple Microsoft possède des filiales, des groupes de jeux vidéo, des machins, etc. J'étais curieux. Microsoft en fait c'est 8,6% par Vanguard sous une entité et 8,3% via une autre entité de Vanguard, et BlackRock 2%. Là, je suis dans le top. Hein. C'est à chaque fois, c'est les tops. Alors, dans le cas de Microsoft, il y en a un autre qui s'appelle State Street qui a 3%. Paramount, c'est différent. Paramount, ils sont tout seuls dans leur coin. Bah ouais. Donc en fait, BlackRock possède 2% et State Street dont je parlais à 4,8%. Et en fait, c'est assez marrant parce que quand on les regarde tous, et en fait, il y a quasiment tout le temps Vanguard et ou BlackRock qui possède, qui est actionnaire principal de toutes ces boîtes. Donc en fait, bon, alors on peut dire est-ce qu'ils vont tous fusionner, devenir méga blob, puis c'est une bataille de cajou, alors qu'en fait, il y a déjà 2-3 groupes, si on intègre State Street, qui sont en fait les actionnaires majoritaires et qui leur mettent des claques en disant bah non, toi tu fais des films, toi tu fais des séries, toi tu fais du cinéma. Et c'est un truc de ouf. Alors vérifiez, enfin vous pouvez regarder en ligne si vous êtes curieux. Toutes ces données sont totalement publiques. J'ai en tout cas halluciné. Est-ce que tu aurais imaginé que Netflix et Disney en fait ont les mêmes actionnaires ? Moi non. Pareil, moi non plus. Et donc en fait le truc c'est que quand l'actionnaire dit à un moment vous faites plus de plateformes, ils font tous plus de plateformes, mais ils le font tous en même temps en fait. Voilà un petit fun fact de notre économie. Je te laisse faire la news d'après. Eh ben c'est le point pigeon, mon cher Greg, et c'est un gros point pigeon, donc fais-moi le plus beau des pigeons possible pour le jingle. Ouhou, ouhou. Magnifique. Et donc là, il y a 3 petits points pigeons dans ce point pigeon, mon cher Greg. Je vais commencer avec Netflix. Alors le point pigeon, c'est quoi hein ? C'est quand on nous prend pour les pigeons. C'est assez simple. Ça fait suite au point pognon, où on prend notre pognon. Bon ben là, voilà. Netflix a décidé de supprimer l'offre essentielle qui était à 10,99 en France. C'était l'offre avec un écran, pas de pub. Ils ont dit, en fait, vu qu'on gagne plus d'argent avec les offres avec pub qu'avec sans pub, on va supprimer l'offre essentielle. Et donc maintenant, il y a une offre standard avec pub à 6 €. J'enlève les 99 et j'arrondis à 6 €. On a la standard à 13,50 et on a la premium à 20 €. L'essentiel avait déjà pris une augmentation. Donc si vous aviez l'essentiel, pouf, vous avez déjà eu une augmentation dans la tronche. Et si vous décidez de changer, vous aurez une autre augmentation forcément si vous passez vers la standard. La standard, c'est quoi ? C'est 2 écrans et pas de pub. Alors sachez que si vous êtes abonné essentiel, vous le gardez tant que vous ne changez pas. Mais si vous changez, vous ne pourrez plus jamais reprendre l'essentiel. C'est une augmentation déguisée, exactement comme fait Prime, qui ne changera pas son tarif, mais par contre va vous coller des pubs
en veux-tu, en voilà. Et si vous ne voulez pas de pub, eh ben, il faudra passer à la caisse. Donc voilà, une nouvelle preuve que les plateformes aiment beaucoup plus notre porte-monnaie que nous-mêmes. Le deuxième point pigeon, ça c'est toi mon chat, en discutant qui m'a fait rager. Ça concerne Godzilla Minus One. Le film est sorti 2 jours en France, uniquement 2 jours. Il a d'excellentes critiques, j'ai très envie de le voir. Il n'a été diffusé qu'à Paris. Le fait qu'il soit sorti 2 jours en France fait qu'il rentre dans la chronologie des médias et donc il ne sortira pas normalement rapidement en VOD ou sur Canal ou peu importe, on s'en fout. Enfin, toujours est-il que si je veux le voir, il va falloir attendre et vous aussi. Donc c'est dommage parce que c'est un film qui a de fabuleuses critiques et qui me donne moi très envie de le voir. Sachez qu'il y a un livre qui sort sur Godzilla Minus One le 31 mars, plus de 400 pages avec des interviews, notamment des membres qui ont travaillé sur le film, des photos, etc. Là, c'est une info américaine, donc je ne sais, on verra, il faudra peut-être attendre pour l'avoir en français, et sinon ça sera en import. Est-ce qu'ils ont interviewé la star dans le livre? Oui. Est-ce qu'il y a plusieurs pages où il y a... Oui, exactement. Tout à fait. Tout à fait. Et mon dernier point pigeon concerne Zack Snyder et le fameux Snyder Cut de Rebel Moon. Rebel Moon vient de sortir et alors moi j'en peux plus. Alors, littéralement je vous le dis. Là si on dit alors, Rebel Moon c'était pas terrible, il y a la moitié des personnes qui vont vous répondre oui mais c'est pas le cut de Zack Snyder. Le cut de Zack Snyder il arrive après. On est donc retourné dans ce cauchemar qui n'en finit plus mais il faut attendre la Snyder Cut là. Mais c'est Zack Snyder qui l'a fait le Rebel Moon. Donc quand on dit oui mais c'est Netflix qui a imposé ses conditions, soit c'est quand même Zack Snyder qui a fait le montage et c'est donc une version de Zack Snyder. Soit il veut faire une version R-rated et plus longue de Rebel Moon Part 1 qui apparemment serait associée à la Part 2 pour faire un film de 6 heures. Ok, pourquoi pas. Mais déjà moi, un premier truc qui me gave, c'est que Netflix et Zack Snyder auraient dû bien mieux communiquer. Si par exemple ils avaient mis un message au début du film en disant « Cette version est un peu moyenne, mais dans quelques années nous allons sortir la Snyder Cut de ce même film. Là peut-être, me serais-je dit, je vais économiser 2h15. » Kerr, est-ce que je peux te proposer d'ouvrir ton esprit à la possibilité Toi, tu dis, je suis pas content parce que ils ont fait un film en disant, ils auraient dû communiquer en disant, ce film c'est la mauvaise version. On a fait cheap, il y a la meilleure version après. Oui. Ouvre ton esprit, d'accord ? Oui. Ouvre vraiment, comme l'est ta région. La Picardie est une région ouverte. Ouverte, tout à fait. Et du coup, le truc, c'est qui a accueilli de nombreux envahisseurs. Et du coup, le truc, c'est que ce film, imagine qu'en fait, tu n'as peut-être pas compris la promotion. Peut-être que, en fait, c'est une bande-annonce qui était très longue et qui nous ont offert sur Netflix. Peut-être que tu le vois comme le film en version courte, mais peut-être que c'est juste la bande-annonce longue. C'est vrai. Mais et l'autre point qui fait que ça me gave vraiment, c'est que, mon cher Greg, te rends-tu compte qu'on est reparti sur des mois et des mois et des mois de « Ah non, mais on va attendre la Snyder Cut ». Moi, j'en peux plus, ça. Franchement, j'en peux plus. Mais par contre, ce qui est vraiment chelou... Snyder fait tes films et puis point barre. Ce qui est vraiment chelou, c'est que du coup, si j'ai bien compris, il y a la deuxième partie du film qui va sortir avant la version... Qui sort en avril. Oui, exactement. En fait, c'est le même principe que les versions longues du Seigneur des Anneaux, etc. Dans les faits, pourquoi pas ? Mais le truc, c'est que c'est tellement devenu un running gag hyper lourdingue, parce que il y a des fans de Snyder qui insistent beaucoup trop là-dessus. Sur Justice League, les gens ont demandé le Snyder Cut. Ils ont eu raison. Quand le Snyder Cut est sorti, ils continuaient de demander... Il continuait du coup de demander la suite alors que Snyder avait dit on arrête. Il continuait de demander à ce que Snyder revienne. À chaque fois James Gunn il ouvrait la bouche pour dire alors prochainement dans DC, puis t'avais donc tous les fans de Snyder. Non s'il vous plaît arrêtez, s'il vous plaît. Et Zack Snyder fait un film, arrête de nous balancer tes cuts, ne communique pas dessus. Un jour tu le sortiras peut-être, pourquoi pas, on s'en fout. Mais là tous les gens qui aiment ton travail n'attendent que tes cuts finaux. Mais fais-le là, ton Rebel Moon, fallait bien le faire à sa sortie. D'ailleurs, si vous voulez connaître notre avis sur Rebel Moon, on vous laisse la découvrir
critique qui est disponible sur la chaîne. À toi, mon cher Greg. Alors moi, j'ai plusieurs news qui réagissent avec ce que tu as dit, mais donc pour pas faire un tunnel, on va dire que ma news Zack Schneider, je vous la ferai tout à l'heure. Juste un petit rappel, Est-ce que ces news-là, c'est la version définitive de tes news ou tu les referas mieux pour oui, une autre et vidéo? vous allez voir que mes news sont plus ou moins toutes connectées. Mais ça, faut regarder la fin pour tout comprendre. Enfin, faut regarder jusqu'au bout pour tout comprendre. Donc, juste un truc. Est-ce que c'est un Greg Cinematic Universe, du coup, ces news? On peut le dire? C'est un Cult and Click Universe, bien sûr. Ah, yeah. Ok. Du coup, et vous êtes dans la version du monde parallèle où vraiment les vidéos sont comme ci, comme ça. Du coup, Rebel Moon part 2, dont nous parlait Kerr, et bien juste petite anecdote, le trailer de la deuxième partie est sorti, et pour rappel, c'est le 19 avril 2024 que la deuxième partie du film, et pas la version finale de la première partie, sort. Voilà, je crois qu'on est tous d'accord, c'était très clair. Non mais attends, tu vas pas jusqu'au bout de la blague. C'est-à-dire qu'en avril, on a la version finale de la partie 2. Au bout, il y a un truc qui est encore marrant. Vas-y. Enfin, mais bon, on fera la fin de la news Zack Schneider après. Donc, tu disais point pognon, point pigeon. Tu parlais d'augmentation, et donc dans les augmentations, il y a évidemment l'augmentation dont tu avais déjà parlé une des dernières fois, c'était l'augmentation de Disney. Donc là, elle va être effective. Pour rappel, on passe d'un abonnement à 8,99 par mois sans engagement à maintenant. Et ce que j'adore, c'est vraiment les communiqués de presse. C'est le moyen, vraiment, de te la mettre, mais tellement doucement, tu vois, vraiment, tu te rends pas compte que quelqu'un a la main dans ton portefeuille et t'as le sourire en disant mais il est gentil, il est en train de me remettre mes vêtements. Et du coup, le truc, c'est que, alors, je vous le dis, je vous lis le truc, avec les difficultés du pouvoir d'achat, nous vous proposons maintenant une offre à 5,99. Donc les mecs, c'est Zorro, c'est Robin des Bois. Ils vont prendre aux riches pour donner à tout le monde. Bon, c'est quand même une offre où il y a la publicité, tu vois. C'est beau. Faut pas déconner non plus. Mais du coup, ils ont fait une offre premium à 11,99. Donc en gros, c'était juste un mec qui avait rien demandé. En fait, on t'augmente. De 3 euros. Mais c'est parce que voilà, tu n'as pas compris, mais tu étais sans doute trop riche pour Disney, et donc ils ont dit, c'est shérif de Sherwood là, il faut qu'on récupère les thunes. Et donc le truc c'est que, mais vraiment, avec les difficultés du pouvoir d'achat, je trouve cette phrase mais d'un cynisme, mais c'est un truc de ma boule. Et c'est vrai. Comme tout le monde a des difficultés financières, on s'est dit que le mieux, c'est que vous ayez moins d'argent à gérer. Voilà, on s'est dit que comme ça, vous ne vous poserez plus des questions. Qu'est-ce que je fais avec les sous qui me restent ? Voilà, il n'y en a plus, tu ne te poses pas de questions, tu bosses. Et donc, le truc, c'est que, du coup, alors évidemment, bon, il nous rebelote, il y a discussion sur la chronologie des médias en France. Ils ont rappelé que, il y a plusieurs magazines qui ont rappelé que là, si on cumule Netflix, Amazon Prime et Disney, ils ont fait un investissement 2023 de 345 millions d'euros, donc c'est quand même beaucoup de brousouf. Et parce que on les oblige, hein, on leur dit tu veux diffuser en France, tu veux t'inscrire dans la chronologie des médias en France, très bien, faut financer le cinéma et français. Et le truc, c'est que comme Netflix investit plus que les autres, ils ont le droit de diffuser un film 15 mois après que le film soit sorti en salle, et Disney, Amazon Prime, etc., enfin tous les autres plateformes, en gros, eux, c'est 17 mois, parce qu'ils ne payent pas assez. Donc, on est dans une situation qui est quand même pas mal. Ils sont là pour nous, ils sont là pour nous rassurer, pour nous dire que une fois qu'on n'aura plus d'argent, vraiment, on sera beaucoup plus à l'aise avec les poches vides. Et ils sont là pour nous aider d'aller jusqu'au bout du truc. Est-ce que je peux enchaîner avec ma news suivante ? Parce que je trouve elles sont toutes corrélées, mes news, si tu veux. Vas-y. Alors, accessoirement, avant d'enchaîner, parce qu'il y a aussi un truc... Alors, en quoi cette news est corrélée à la news sur Vanguard et BlackRock ? C'est parce qu'en fait, ils ont dit que Disney n'était pas rentable en 2023, mais qu'ils espèrent qu'en faisant ça, ils seraient rentables en 2024. Donc, en quoi c'est corrélé ? C'est tout simplement parce que leurs actionnaires ont dit « Bon, vous êtes mignons à perdre des thunes, mais c'est fini, ça. » Donc, et du coup, augmentation des prix.
Et donc, augmentation des prix, la news suivante. C'est corrélé ou pas, si vous voulez. Alors, vous allez voir ma news, tout est connecté. On avait parlé d'augmentation de prix. Maintenant, parlons des top 10 des séries les plus piratées de 2023. Alors, attention, évidemment, le piratage, plus il y a de piratage, moins il y a de créateurs qui ont de l'argent pour faire des séries et des films. N'oubliez pas ça. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on prend un instantané de ce qui a été le plus piraté, c'est une manière de voir on pourrait se dire, c'est un moyen de savoir qu'est-ce qui a le plus marché. Donc, qu'est-ce qui a été le plus piraté ? En 1, The Last of Us, HBO, Mandalorian, Disney+, Loki en 3 sur Disney+, Ahsoka, Disney+, Secret Invasion, bon, ils ont été un peu punis, donc sur Secret Invasion, Disney+, en 5, Silo en 6, Apple TV, Monarch Legacy of Monsters, Apple TV, Too Slacking, Paramount, Gen V, Amazon Prime, Ted Lasso, Apple TV. Il n'y a pas un nom que vous n'avez pas entendu, là ? Et oui, c'est Netflix. Salto ! On n'a pas entendu Salto. Oui, on n'a pas entendu Salto. En fait, le truc, c'est que quand tu regardes quelles sont les 10 séries les plus téléchargées illégalement de l'année, en fait, tu trouves pas Netflix et ça donne vraiment très fort l'impression qu'en gros, les gens, ils ont l'abonnement Netflix et qui piratent les autres plateformes. Et notamment celles qui sont un peu plus compliquées à récupérer dans certains pays, comme HBO par exemple, elle a pu l'être à un moment. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que, alors Disney+, ils ont l'air d'être mine de rien très téléchargés, leur série est très téléchargée, donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Moi, je n'ai pas la réponse, mais moi j'ai un début de réponse quand même. Ils peuvent essayer de faire des abonnements moins chers avec de la pub, qu'ils sont tous en train d'essayer de faire, outre le fait qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent avec la pub ces derniers temps qu'avec certains types d'abonnements payants. Mais enfin, l'abonnement qui est payant et pub, parfois fait gagner plus d'argent que l'abonnement pub payant tout court. Merci de mettre les mots dans le bon ordre. Et le truc, c'est que, donc, en fait, ils essayent de combattre ça, mais c'est vrai qu'au début, on sentait que Disney+, allait être la plateforme en plus. C'est-à-dire que les gens, ils auraient Netflix et Disney+, les familles, les fans de Marvel ou de Star Wars, ils auraient Disney+, en plus. Et en fait, là, ce qu'on voit, c'est qu'avec l'augmentation des prix, l'impression que j'en ai là, de cet instantané, qui est peut-être erronée, hein, c'est que mon avis subjectif, c'est que là, tout de suite maintenant, on a vraiment l'impression qu'il y a Netflix avec ses 247 millions, on en parlait tout à l'heure, d'abonnés, et que derrière, les autres plateformes, soit les gens ont effectivement les moyens d'avoir 2 ou 3 plateformes, soit tout simplement, il y a des gens qui vont les télécharger, ce qui explique que ce sont en fait, le numéro 2 de la course, le numéro 3 de la course, etc., qui se fait le plus pirater. T'en penses quoi, toi, mon cher Pierre ? Alors sur Disney+, je pense qu'il y a un autre truc qu'on peut rajouter, c'est que les séries que tu as citées, Mando, les séries Marvel, etc., touchent un public globalement de jeunes adultes pré-famille, tu vois, ou on va dire d'adultes qui ont des enfants très jeunes. Et du coup, qui n'ont pas forcément l'utilité d'avoir Disney+, pour les grands classiques, les dessins animés, etc. Et là, le gros problème de Disney, c'est le gros problème depuis le lancement de la plateforme, c'est qu'ils ont très peu de contenus originaux, et avec un rythme de sortie qui est ridicule comparé à Netflix. Toutes les semaines, Netflix te sort une nouvelle série, un film, voire 2, 3 séries, et puis des programmes divers et variés qui viennent du monde entier. Disney, ils te sortent 1 ou 2 épisodes. Donc ils peuvent pas tester, et du coup, alors même si, on le répète, le téléchargement c'est mal, faites pas les bolosses comme dirait Trash Talk, le truc c'est que il y a plein de gens qui doivent se dire Disney+, moi je le prends pas, je télécharge juste la série qui m'intéresse sur le mois et puis basta. Et c'est problématique. Mais tu sais, moi, Disney+, concrètement, c'est vraiment la plateforme, je me demande pourquoi je suis abonné. Il y a vraiment pas assez de contenu, je la lance que pour... tu vois, là, je l'ai relancé pour What If, mais franchement, il y a pas assez, quoi. Il y a pas assez, ils peuvent pas concurrencer Netflix, qui est indéniablement installé en leader, et c'est très solide. Et je trouve qu'ils arrivent même pas à concurrencer Apple TV+. Tu vois, moi, je lance plus souvent Apple TV+, que Disney+, largement. Donc voilà. Et en fait, le truc, c'est que si tu regardes des investissements, c'est qu'une question de qualité, en fait. Parce qu'ils font beaucoup de trucs, mais qui sont un peu nazes. Toutes ces séries Star Wars, les séries MCU, enfin, en vrai...
Oui. Elles pourraient, si elles étaient de qualité, elles mettraient tout le monde d'accord. Sauf que c'est pas le Mais cas. même Là où What Apple If. TV sort beaucoup de trucs de qualité et du coup ça attire le regard sur le côté quoi. Le début de la saison 2 de What If qui vient de commencer, je le trouve sympatoche. Mais What If, la vraie force du truc, c'est le scénario. C'est la possibilité de réécrire un élément du MCU pour te proposer quelque chose qui va te fracasser la tête. C'est le principe d'une uchronie. Et là, mais ils en font des trucs qui sont... le premier épisode avec Nebula, il est gentil. Mais concrètement, cet épisode n'aurait jamais existé. Rien à faire. Le scénario Et, de l'épisode avec Nebula ne tient pas la route 2 secondes. Il y a les personnages qui font l'inverse d'une scène à l'autre et tout. Enfin bref. J'ai fait un tunnel de news. Mon cher Kerr, je te laisse faire un tunnel de news et... Moi, je vais un peu, ce que je vais vous dire va un peu rejoindre tes news. Donc, je vais vous parler de la télévision américaine, puisqu'il y a les chiffres qui sont sortis des audiences de la télé US. Donc, les 4 gros poids lourds, hein, que sont la Fox, CBS, NBC et ABC. Donc, c'est l'équivalent de TF1, France 2, France 3 et M6. Et en France. Et en fait, les audiences pendant la grève des scénaristes et des acteurs ont vraiment baissé, mais vraiment baissé très fort. Vous avez vu un peu ça, Zack Snyder, il t'en refait un cut derrière. Nous, c'est pas besoin. Bref, tout ça pour vous dire que la plus grosse audience de ce début de la rentrée, c'est NCIS Ciné avec en live 5 millions d'Américains seulement devant NCIS Ciné, et la deuxième audience majeure de séries, alors qu'avant les séries trustaient tout en plus aux États-Unis, c'est Yellowstone, et c'était des rediffs de Yellowstone, avec 4 millions. Derrière, on a Magnum qui est à 3 millions, on a Les Simpsons qui sont à 2 millions avec une nouvelle saison. C'est incroyable, et pourquoi est-ce que je vous dis que c'est incroyable? C'est si on revient 20 ans en arrière, donc je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et ben on avait des séries qui étaient à 30 millions. Par exemple, la saison 3 des Experts, en live, elle était à 35 millions sur certains épisodes. C'était énorme. On avait donc c'était l'âge d'or des séries, hein. Il y a plein de bouquins et plein d'articles et de podcasts et tout qui vous en parlent, mais c'était l'époque des Experts et de Grey's Anatomy qui étaient les deux plus grosses séries en termes d'audience aux États-Unis. Derrière, on avait Doctor House, Desperate Housewives, Lost, on avait les Experts Miami, on avait 24, on avait Dexter, etc. C'était une période faste avec des audiences qui étaient énormes. Moi, je me rappelle d'articles à l'époque où on expliquait que Lost était en train de se casser la gueule parce qu'ils étaient à 16 millions. Mais aujourd'hui, une chaîne signe tout de suite pour du 16 millions. Donc, tout ça pour dire quoi? Déjà, il y a eu l'impact, bien évidemment, de la grève. Le deuxième point, c'est que je suis quand même relativement bas là, par rapport au sol. Et le troisième point, c'est que la consommation des Américains au niveau série a changé. Moi, je pense que l'explication de pourquoi est-ce que les Simpsons sont aussi bas en live, c'est que l'Américain, il a juste pas envie de se farcir sur un épisode de 20 minutes, 10 minutes de pub, parce que c'est la réalité. L'épisode dure 30 minutes et il est coupé par 10 minutes de pub. Et il se dit juste que comme l'épisode est dispo en replay après et ensuite sur des plateformes, il va juste attendre tranquillou pour regarder dans les bonnes conditions. Donc la télé en live est en train de morfler aux États-Unis et c'est une évolution voilà, qui est comme ça et c'est tout. Voilà mon cher Greg. Attends, non, j'ai d'autres news. Alors, attends, je continue sur mes news. Là, moi, j'ai un mitraillage de news. D'accord? Toi, tu as un tunnel. Moi, j'ai un mitraillage. Mercredi, c'est le jour après mardi. Donc ça, c'était ma première news. Et ma deuxième news sur mercredi, c'est qu'il y a un spin-off qui est en développement, apparemment, ou en tout cas qui est envisagé sur l'oncle Fétide. Alors mercredi a été un des énormes succès de Netflix. Donc voilà, c'est pas étonnant. Vu que je parle d'audience, petite truc cocasse. Bluey, alors ça c'était pas ce que je voulais dire, mais je le dis quand même. Bluey a été premier programme le plus regardé des États-Unis pendant une semaine. Bluey qui est produite par l'Australie avec la BBC, mais qui est les droits, c'est Disney qui les a actuellement, hein, c'est pas définitif, aux États-Unis. C'est le programme de Disney Plus qui cartonne le plus, et c'était même le programme le plus regardé aux États-Unis pendant une semaine. On a un truc à noter, c'est que Six Feet Under, qui est une série donc HBO qui était sur Max, a eu des droits non exclusifs vendus à Netflix. Donc ça voulait dire que
il était diffusé autant sur HBO que sur Netflix. Mais l'arrivée de Six Feet Under sur Netflix a fait que Six Feet Under a vu ses audiences complètement exploser et fait partie des séries les plus regardées actuellement aux États-Unis. C'est une des plus grandes séries de l'histoire de la télé américaine. Donc voilà. Et HBO, eux, ils ont prévu de vendre un contenu colossal à d'autres plateformes, histoire de récupérer de la thune. Et là, par exemple, début 2024, donc 1er janvier, quand vous serez en train de faire bonne année, allez, on s'embrasse avec la coupe de champagne, et ben HBO, eux, ils seront en train de dégager 100 films de leur catalogue pour aller les vendre à droite et à gauche. Et puisque je vous parle de HBO, mauvaise nouvelle, pour les fans de la série Warrior, qui a été pondue par Jonathan Tropper. Donc Jonathan Tropper, c'est le mec qui a fait Banshee. Warrior, qui a eu une série donc sur les tongs de San Francisco, qui est hyper stylée, qui avait eu 2 saisons sur Cinemax, qui avait été annulé parce que Cinemax disparaissait vu que HBO recentrait tout sur HBO Max. Et puis finalement, comme il y avait eu du succès sur la saison 2, HBO Max s'est dit « Ah, mais on va sauver nous Warriors, on va en faire une saison 3, on va être des héros. » Et ben HBO vient d'annuler la série après la saison 3. Donc pour l'instant, pas de suite. Alors, il y a un truc à savoir, c'est que Netflix récupère les droits de Warrior pour donc 2024, mais là aussi en non exclusif. Donc, et c'est important d'insister sur le non exclusif parce que là, il y a une grosse enflammade des fans de Warrior sur le fait que Netflix, de toute façon, va faire une saison 4. C'est une pure rumeur, il n'y a rien de confirmé pour l'instant. Il est possible, il est envisageable que si Warrior est un énorme carton sur Netflix, eh ben oui, peut-être que Netflix dira, bon ben nous, on fait une saison 4 et ça ferait du bien à l'image de Netflix de repasser pour une plateforme qui relance des séries, ce qu'ils faisaient avant et ce qu'ils ne font plus maintenant. Mais pour l'instant, à l'instant T, Warrior est annulé, il n'y aura pas de suite, ce qui est quand même extrêmement dommage, parce que si vous vous lancez dans Warrior, par exemple quand ça va arriver sur Netflix, et que Netflix communique très vite en vous disant non, nous on fait pas de saison 4, bah vous allez kiffer pendant 3 saisons, mais la saison 3 elle s'arrête sur d'énormes cliffhangers. Donc vous allez avoir le seum. Et voilà mon cher Greg pour cette série de news. Non, je fais un dernier coup de gueule. Alors c'est un coup de gueule. Il y a un truc qui m'a étonné, tu as parlé des Golden Globes dans la précédente vidéo news, qui était excellente d'ailleurs, quel talent. Et je voulais te dire que Wish était donc nommé aux Golden Globes dans la catégorie animation. J'ai été très étonné de voir le film de Disney nommé avec des critiques aussi négatives. Et alors vous allez me dire, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai contre Wish? J'ai rien contre Wish, mais il y a un film animé qui n'est pas aux Golden Globes. Bah, tu étais pas content que tu t'étais pas fait rembourser une livraison, je crois, un truc comme ça? Non, ça, tu confonds Wish. Et, non, il y a un autre film animé qui est vraiment une perle et qui a été fait par Netflix cette année qui s'appelle Nimona et qui n'est pas nommé alors que les critiques sont unanimes. Donc, ouais, je comprends pas trop là, le truc de cette absence de ce film-là. Voilà, mon cher Greg, à toi. Alors, moi je vous ai fait plein de news qui sont, on va dire que je trouvais intéressantes par rapport à l'univers de ce qui fait les films et séries, mais la news qui je pense aura le plus d'impact sur nous, c'est la suivante. Et la news, c'est l'industrie du podcast. Se pose beaucoup de questions. On a fait des news, je crois, il y a 2 semaines, 1 mois, etc. Enfin, régulièrement. Sur les derniers mois, il y a eu beaucoup de grosses sociétés de podcasts. Je parle vraiment des podcasts classiques, hein. Ceux qui s'écoutent sur Apple, dans la catégorie podcast, ou maintenant qui sont téléchargeables aussi sur Google. Mais des podcasts, donc audio majoritairement. Il y en a encore des vidéos, mais c'est surtout audio. Et en fait, les podcasts vont très mal. Spotify a acheté beaucoup de boîtes, ils ont licencié beaucoup. Il y a beaucoup de structures qui ont beaucoup licencié. Et en fait, les sociétés disent non mais l'année prochaine, ça va être un truc de ma boule. Le podcast, ça va être énorme. Et pourquoi est-ce que ça va être énorme? Il y a donc une des plus grosses sociétés américaines qui a 884 émissions en podcast actif, donc ils sont assez présents, on va dire, dans le monde du podcast. Et en fait, ils expliquent que c'est l'IA qui va leur ramener énormément de brousouf. Et alors là, Kerr, ouvre tes grandes oreilles, tes petites oreilles très grandes, pour ça, parce que je me suis dit, mais comment est-ce que l'IA va leur générer de l'argent? Et en fait, le truc,
c'est qu'en gros, ce qu'ils veulent, c'est que leurs créateurs de podcasts créent leur podcast. Ça change rien. Par contre, le truc, c'est que ils vont utiliser des trucs pour générer des miniatures avec les podcasts, des IA qui va leur générer des miniatures, etc. Ok. Mais donc, ça va leur faciliter la vie. Ça, c'est première étape. Mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est que les outils en IA leur permettent que les podcasts soient la source d'énormément de contenu. Ils veulent du coup que, par exemple, les IA génératrices de vidéos fassent des contenus vidéo sur lesquels il y aurait la voix des podcasts audio. Ils voudraient qu'il y ait des articles web qui sortent, qui sont des articles issus de la transcription des podcasts. Il y a une explosion, accessoirement, en parallèle à ça, de sites d'information qui, en fait, vont pomper les informations partout pour ensuite les rediffuser instantanément. Et ce qui est incroyable avec l'IA à l'heure actuelle, c'est la traduction. Et donc, en fait, on peut imaginer quoi ? On peut imaginer qu'il y a un podcast, donc par exemple Cult & Click, qui va être avec les IA, ils vont refaire nos voix et ils vont les refaire en espagnol. Et du coup, on pourrait avoir le podcast audio Cult & Click en français, en anglais, en espagnol, en toutes les langues. Et en fait, ils y voient une source de création de contenu comme ils n'ont jamais connu. Et je trouve que c'est vrai que j'avais jamais vu les choses comme ça, mais on peut imaginer qu'effectivement, ces structures qui créent déjà 884 shows vont peut-être du coup générer le contenu comme si en fait ils étaient peut-être à 10 000 shows, peut-être à 15 000 shows, parce qu'ils vont avoir les 884 dans 7 ou 8 langues, je crois que c'est 7 langues, c'est ce qui est maîtrisé par beaucoup d'IA. Après, on peut imaginer qu'ils vont faire du contenu en article et tout. C'est une explosion de contenu qui est ouf. Et du coup, ça veut dire quoi pour nous ? Puisque je pense que c'est la news qui va nous le plus impacter. C'est que ça veut dire que ce podcast dont pour tout le monde vous parle en anglais, mais que vous n'avez pas vu, eh ben, en imaginant qu'ils attendent que les voix soient suffisamment agréables ou etc. pour que ça corresponde, eh ben, vous pourrez l'entendre en français et peut-être accéder à ce contenu-là en français. Ça veut dire que les personnes qui font du contenu, il y a beaucoup de sites de news qui font que localiser des news, des sites français écrits qui en fait ne font que de la traduction de sites d'autres langues. Là, ils sont en train de se faire complètement prendre de vitesse par des sites de news faits par IA. Il y a une entité qui s'appelle NewsGuard, qui est une boîte qui essaie de référencer les sites qui sont les sites internet d'actualité qui utilisent de l'IA. Et pour eux, il y a 49 sites actifs actuels qui sont en 7 langues différentes et qui sont que ça, qui sont que j'aspire une news, je le remets dans 7 autres langues et je le réécris avec des IA et tout. Et le truc, c'est que comme c'est des sites qui sont extrêmement réactifs, parce que l'IA va générer les articles en quelques secondes, c'est extrêmement bien référencé. Donc on a vraiment un espèce de tournant dans la création de contenu où déjà j'ai l'impression que savoir ce qu'on va regarder dans la semaine, il y a beaucoup de choses qui combattent pour notre intérêt. Mais alors là, ça va être une explosion, mais intersidérale, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, Kerr ? C'est un peu flippant. Comme tout ce qui touche à l'IA, je trouve. C'est flippant, mais en même temps, ça va donner à tous mais les ça gens... peut être utile aussi sur certains aspects, donc... Tu vois, par exemple, il y a des super émissions. Toi qui es fan de basket, ouais. toi qui est vraiment, voilà, t'es depuis des années, t'es persuadé que LeBron, c'est le GOAT. Et ben, il y a des émissions pour les fans comme toi. Arrête de dire ça. Qui montrent, qui parlent du vieux basket et qui sont faits que en anglais. Et du coup, tu pourrais y accéder avec une voix française ou peut-être que tu préférais l'avoir en article et tout. Moi, je trouve ça complètement fou et c'est vraiment... Alors, je pense vraiment que ce côté voix, d'IA, etc., je ne sais pas si c'est vraiment prêt tout de suite. Mais par contre, effectivement, quand on écoute ce qu'ils nous disent, dans un an, je veux bien croire que ce sera majeur dans un an, quoi. Mon cher Kerr, je te laisse la news suivante. Eh ben, je vais en faire plusieurs et je vais commencer par Peaky Blinders. Il y a un film qui est en préparation pour conclure la série, mais sachez qu'il y a 2 spin-offs qui sont déjà apparemment en chantier chez Netflix. Il y en aura un sur le gang de Boston qui est beaucoup évoqué donc dans Peaky Blinders, et il y en a un autre sur la jeunesse de Polly.
Donc voilà. Et ça permet donc de faire un hommage à l'actrice qui était malheureusement décédée, qu'on ne voyait pas dans la dernière saison. Très grande actrice. Et puisque je parle de décès, hommage à André Broger, qui jouait donc dans la série Homicide, et pour lequel il avait eu un Emmy Awards, mais qui jouait pour moi surtout Raymond G. Holt, le capitaine de la 99e de Brooklyn, dans Brooklyn Nine-Nine. Le capitaine Holt, André Broger, est malheureusement décédé à 61 ans. Franchement, quand j'ai vu la news, j'étais très triste, ce qui du coup me fait redire ce que j'ai déjà dit 36 fois, mais on a quand même un attachement qui se crée d'épisode en épisode avec certains personnages, avec certaines séries. J'avais lu, je crois que c'était un sociologue qui expliquait que la fin d'une série pouvait être perçue comme un petit deuil. Et c'est vrai qu'on a eu des séries qui se sont terminées, qui nous ont fait beaucoup de peine. Et là, quand on voit des acteurs de séries qu'on a suivis dans tant de saisons ou pour lesquelles on a eu énormément d'attachement, ce qui était le cas bien évidemment pour Raymond Holt, qui était un personnage très drôle, qui était extrêmement bien interprété. L'acteur avait énormément de talent, il avait des trucs très à lui, qui étaient très bien travaillés, sa manière de signer les SMS, etc. Enfin, il y avait plein de choses avec Holt qui étaient géniales. Et ben forcément, quand ces acteurs, actrices décèdent, et ben on est vachement peiné. C'était le cas bien sûr avec Matthew Perry. Donc voilà. Et je me rends compte que je n'ai pas dit le nom de l'actrice de Peaky Blinders et j'ai honte, donc je vais corriger ça tout de suite. Je ne sais plus malheureusement son nom. Hélène McCrory, bien évidemment, qui jouait d'ailleurs dans Harry Potter. J'avais pas grillé à l'époque, mais là j'ai revu certains trucs d'Harry Potter. Et donc Hélène McCrory qui jouait Polly dans Peaky Blinders, qui est décédée l'année dernière. Voilà. Donc voilà pour ces news pas très joyeuses. Et je vais essayer d'en faire une un peu plus joyeuse, mais assez flippante, je vous préviens. Netflix apparemment plancherait sur une adaptation en série télé de Baldur's Gate. Donc ils se sont dit, c'est le GOTY de l'année. Il y a énormément de choses à faire dessus. On va développer peut-être quelque chose sur Baldur's Gate. Est-ce que je continue, mon cher Greg, ou tu veux en faire ? Bah si tu veux, moi j'ai juste deux petites news qui pour le coup ne sont pas connectées au reste. Le Scream 7, visiblement, que certains vont à mon avis surnommer Titanic, en fait tout le monde s'est barré, donc il n'y avait plus d'acteurs, enfin il n'y avait plus d'actrices en l'occurrence. Bah là c'est le réalisateur qui dit que son rêve, son travail, son dream job, son travail de rêve était devenu un cauchemar et que donc il quitte Scream 7, donc le réalisateur Christopher Landon. Et pour les fans de Mortal Kombat, sachez que le 2 apparaît et commence en production et que visiblement Scorpion va revenir puisque c'est teasé en ce moment sur Instagram. Et c'est pas le roi Scorpion, c'est pas Dwayne Johnson. Rassure-moi. Et j'aurais dit le roi Scorpion. Et du coup, sachez qu'il y a deux news majeures qui prennent trop de temps et donc on va pas intégrer dans cette vidéo, qui sont en fait les annonces et les confirmations autour de Warhammer, alors j'ai envie de dire de Warhammer 40 000 parce que c'est pas une série, c'est pas que une série comme beaucoup de news l'ont dit, et donc de la présence d'Henry Cavill. On a fait un petit dossier, donc on va le faire dans une vidéo séparée. Et également, donc ça c'est moi qui l'ai préparé. Et de l'autre côté, Kerr vous a préparé un petit dossier sur une autre news dont je te laisse en parler et terminer les news de cette vidéo. Bah, la news en question sera sur Kang, qui n'est plus le King Kang de chez Marvel. Oh, quel teasing merveilleux. Moi, j'ai quelques news à terminer pour terminer la vidéo. Anna Hathaway a annoncé dans une interview qu'elle avait, logiquement, elle aurait dû jouer Black Cat dans Spider-Man 4 de Sam Raimi, le film qui n'a jamais vu le jour. Anna Hathaway a joué une autre super-héroïne féline, en l'occurrence Catwoman, pour Nolan dans The Dark Knight Rises. Il y a un film qui vient de sortir sur Prime Video, qui était déjà sorti aux États-Unis au cinéma, qui vient de sortir sur Prime Video aux US et en France également, dont je voulais vous parler parce que c'est un très gros succès en VOD et c'est assez surprenant parce que c'est pas du tout un film grand public, mais c'est un film indé qui mérite qu'on s'attarde dessus. C'est Saltburn de Emerald Fennell. Je vous dis le casting tout de suite. On a Barry Keoghan qu'on avait vu dans Eternals, qu'on avait adoré, mon cher Greg, dans Eternals. C'est le sosie du Twitcher là.
Aide-moi. Sardoche. Jacob Elordi qui est actuellement à l'affiche du film Priscilla, c'est lui qui joue Elvis Presley, mais qui est aussi un acteur de Euphoria. On a Rosamund Pike aussi dans ce film. Et c'est un film, mon cher Greg, qui est réalisé, et c'est pour ça que je voulais en parler, par Emerald Fennell, qui en 2020 avait sorti un très bon film qui s'appelait Promising a Young Woman avec Carey Mulligan, et qui lui avait valu donc de remporter notamment, si je dis pas de bêtises, un Oscar donc de scénario original. Et elle était devenue la première réalisatrice anglaise à être nominée donc à l'Oscar de la meilleure réalisation. Et c'est une réalisatrice qui monte très fort. Et Saltburn, je ne vous dis rien sur l'histoire, sinon je vais vous gâcher l'histoire et le plaisir, mais c'est un film qui vaut largement le coup d'être vu et qui va vous étonner. Et vous mettre mal à l'aise aussi. Il y a eu une vente aux enchères, mon cher Greg, je voulais t'en parler. C'est la vente du blaster de Han Solo dans Star Wars, donc Un Nouvel Espoir, donc qui a été utilisé par Harrison Ford. Et ben, ce blaster a été vendu 1 million de dollars. Et c'est un record. Et je trouve ça stupide. La personne qui a acheté ça n'a même pas pensé qu'elle aurait pu juste récupérer un des innombrables blasters laissés au sol par tous les Stormtroopers qui tombent dans la saga. Mais enfin, c'est eux qui font ce qu'ils veulent avec leur argent. Et je vais terminer avec une série qui n'existe plus. Vous allez me dire, comment ça, elle n'existe plus? Mais si elle doit bien être trouvable quelque part. Non, c'est Willow. Willow, vous savez, la série Disney+, qui était un événement et que Disney a effacé purement et simplement de l'histoire. Et ben, il y avait un des acteurs qui a joué dans cette série qui n'existe plus, qui s'appelle Ralph Ineson. Ralph Ineson, c'était le... Oh, il jouait l'espèce de guerrier un peu vieux là, qui était un personnage sympathique. Et ben en fait, il s'est blessé pendant le tournage à l'épaule. Et en fait, cette blessure, elle est permanente. Et du coup, il attaque Disney en justice parce que cette blessure permanente l'empêche de jouer des rôles physiques. Et donc, ça nuit à son travail. Et donc voilà, il y a un procès. Et je pense que nous le suivrons avec beaucoup d'assiduité. Voilà mon cher Greg, j'en ai terminé avec les news. De procès Disney, je ne l'avais pas intégré dans mes news, mais Disney vient de perdre un procès pour plagiat d'utilisation de modèles, je crois, pour la Belle et la Bête en live action. Et en fait, ils ont perdu, mais ils n'ont pas grand-chose à payer. En gros, la cour a dit, bah oui, ils ont plagié, mais les dommages et intérêts ne sont que de 600 000 $. Ok. Voilà, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la petite cloche là pour avoir les notifs, j'ai déjà dit en début de vidéo. N'hésitez pas à balancer des commentaires, à réagir sur tout ce qui a été dit dans cette vidéo. Point par point, vous réagissez, vous donnez votre avis. Vous en avez pour 3 jours. Et merci aux tipeurs pour votre soutien, ça nous va droit au cœur. On vous souhaite à tous et à toutes de très joyeuses fêtes. Profitez de vos proches. Portez-vous bien, pas trop d'abus et un bon réveillon et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.